Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Emilio. Emilio, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis Emilio Sanchez, je suis diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition du sport, du sportif. J'ai également un brevet d'état à CUMES, donc d'éducateur sportif, et je travaille en cabinet à Crolles pour des suivis, des consultations, des suivis. Je fais également des consultations et des suivis à distance, et je travaille essentiellement avec des sportifs de tout niveau, et j'ai pas mal d'athlètes en préparation sur des compétitions, sachant que, on va dire, ma spécialité entre guillemets, c'est les sports de force, donc notamment culturisme, bodybuilding, force athlétique. Voilà, donc c'est les personnes avec qui je travaille le plus. Mais également, je travaille aussi avec des non-sportifs, mais disons que la part est un peu plus faible par rapport aux sportifs. D'accord. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des jeunes que tu suis via ton travail ? Des jeunes, après ça dépend. J'ai des jeunes, pas des ados, mais des jeunes, les plus jeunes athlètes ou sportifs que je peux avoir, ça va de 17 à 20 ans. D'accord. Je voulais donc je t'ai contacté parce que tu avais fait un plan avec moi et je voulais que tu nous parles, c'était un peu de l'alimentation et de l'hydratation autour et après l'entraînement chez les jeunes. Est-ce que tu peux en parler s'il te plaît ? Oui, alors l'alimentation et l'hydratation, donc c'est deux choses autour de l'entraînement, donc c'est vrai que c'est quelque chose des questions qui reviennent souvent, même parce que j'ai oublié de le dire, je suis aussi formateur, je donne des formations, je travaille avec un groupe de formation qui est situé sur Paris, sur des formations pour des coachs sportifs, en fait, des formations de nutrition, et c'est souvent les questions qui reviennent. Alors, quand on parle d'alimentation, d'hydratation autour de l'entraînement, donc on parle bien de avant, pendant, après. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui sont, on va dire, importantes, mais qui vont pas. Il faut pas que ça fasse oublier l'aspect d'équilibre alimentaire global, parce que souvent, justement, on a tendance peut-être à essayer de chercher, d'essayer de trouver le truc qui va bien pour avoir plus d'énergie, être meilleur, plus performant lors d'une séance, avoir quelque chose qui nous booste un peu, sachant que l'alimentation autour de l'entraînement, elle est importante, mais je dirais pas autant que l'équilibre global de la journée, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire. Donc on va dire que ça va être un plus à condition d'avoir une alimentation équilibrée, entre guillemets, qui correspond à la personne. Après, une fois établi, c'est vrai que avant d'aller faire du sport, il convient d'avoir un niveau d'énergie suffisant. Il ne faut pas s'entraîner trop proche. Il ne faut pas que le repas qui précède soit trop proche, puisque ça peut entraîner en fait des troubles digestifs. L'effort physique peut perturber la digestion, et à ce moment-là, il faut faire attention justement à ne pas faire un gros repas trop important juste avant, on va dire dans les 2 heures qui suivent un effort. Mais il peut être utile de manger, de prendre quelque chose juste avant l'effort, à partir du moment où c'est pas un sport qui va être plutôt violent avec une grosse intensité. Par exemple, la course à pied, il n'est pas recommandé de manger avant d'aller courir, juste avant. Par contre, avant une séance de musculation, une séance de musculation, c'est quelque chose qui est possible en fait. Là, ce sera un aliment qui sera très digeste, type un fruit, une compote, quelque chose comme ça, à condition, mais le fait de s'alimenter avant l'effort, juste avant une séance, va dépendre en fait depuis combien de temps on a mangé le dernier repas. Si on est justement dans la limite des 3 heures, il n'est pas utile en fait de s'alimenter à ce moment-là, puisque le repas précédent va faire son œuvre suite au temps de digestion. On aura, au moment où on va s'entraîner, on va aller faire sa séance, il y aura passage dans le sang en fait des nutriments, du glucose, des acides aminés. Donc il y aura la nécessité, il ne sera pas nécessaire de manger à ce moment-là.
Là, Par contre, l'hydratation, il faut veiller effectivement avant un effort. L'hydratation, il faut par contre essayer de la maintenir tout au long de la journée si possible, mais d'autant plus justement avant d'aller s'entraîner. pour te donner une sorte d'idée, c'est quand je te pose cette question, c'était, j'imagine je sais pas, une équipe de basket ou de foot qui a un match le samedi après-midi. Et moi, j'ai l'image à la fin du match, par exemple, les gamins qui vont à la buvette et on leur donne le peach et le coca euh, comme juste après leur match de foot ou leur match de basket. Et, et, en, et je voulais que tu reviennes un peu là-dessus et savoir qu'est-ce qui est le mieux pour les jeunes à donner ouais, vraiment autour de l'entraînement. Donc, bien avant, mais aussi après leur entraînement, mieux que peach et coca, par exemple. Oui, oui. Alors, parce qu'effectivement, on raisonne en termes d'apport purement énergétique lorsqu'on Euh, par rapport à ça, en fait, en parlant de cet exemple de pitch et coca, on va dire, on va donner un pitch parce que ça va être des glucides, c'est quelque chose qui contient du sucre, du coca parce que ça hydrate et puis en même temps, ça contient aussi du sucre. Effectivement, donc on est sur un raisonnement qui est purement énergétique, c'est-à-dire sucre, eau. À côté de ça, il est clair que c'est pas l'idéal forcément puisque un aliment, alors on en reparlera, mais un aliment qui est plus il est transformé, moins il sera intéressant parce qu'il va apporter certes du sucre, mais il ne va pas apporter tout l'aspect micronutritionnel, à savoir justement des minéraux, certaines vitamines, qui vont être favorables en fait à la récupération, puisque l'alimentation après l'effort, il faut qu'elle vise notamment à améliorer la récupération qui suit l'effort pour permettre justement, pour mettre le corps, l'organisme dans des meilleures dispositions pour progresser suite à cet entraînement. Donc c'est clair qu'il faut hydrater, apporter des glucides, mais ces glucides, pas forcément des glucides purifiés, comme c'est le cas dans des aliments plutôt transformés, d'autant plus que la collation type brioche, elle apporte aussi pas mal de graisses, de lipides, qui sont pas, on va dire, qui sont pas les bienvenus, enfin qui sont pas nécessaires après une séance, puisqu'au contraire, les lipides vont ralentir la digestion, alors que après l'effort, le muscle a une avidité augmentée au niveau des glucides, et plus le glucide sera disponible rapidement, mieux ça sera. Mais c'est plutôt, enfin après, sur quel type d'aliments sont préférables, tout simplement, ça peut être des fruits. Les fruits sont toujours intéressants puisqu'ils hydratent en même temps qu'ils apportent des glucides et en même temps qu'ils apportent toute une panoplie, en fait, toute une foule de micronutriments, que ce soit des vitamines, que ce soit des minéraux, notamment le potassium. L'exemple de la banane est très bien puisque la banane apporte des glucides avec une assimilation qui est très très bonne et puis une quantité de potassium intéressante, sachant que le potassium va favoriser, entre en jeu justement dans les phénomènes de récupération. Si je comprends bien, après, par exemple, un match ou un entraînement, il vaut mieux privilégier chez les jeunes, et même ça, à mon avis pour les adultes, des fruits après l'effort. Oui, les Style fruits sont pomme, très banane. Pommes, bananes, mais ça peut les fruits que les personnes aiment en fait, que les Oui, jeunes voilà. aiment, qu'ils apprécient. Ça peut être donc des fruits frais, ça peut être des fruits secs. Les fruits secs sont très bien parce que justement ils ont une densité énergétique qui est importante. Hein, les raisins secs, abricots secs, les dattes, il faut aimer bien sûr, mais c'est des aliments qui sont particulièrement intéressants justement parce qu'ils sont encore plus riches en potassium du fait de le fait qu'ils soient déshydratés. Ils ont une concentration en éléments minéraux qui est plus importante. À côté de ça, ça va d'autant plus, il faut d'autant plus s'hydrater puisque eux-mêmes n'apporteront pas d'eau, contrairement à des fruits frais. Mais en termes d'apport purement énergétique et micronutritionnel, pour moi, ça reste des aliments qui sont, c'est l'idéal après un effort. Chez des jeunes, chez des moins jeunes. Après, il faut que ces aliments soient appréciés. Voilà. Après, il peut exister des aliments, on va dire, type certaines barres énergétiques de très bonne qualité qui peuvent justement avoir une composition qui corresponde justement à un apport à dominante glucidique avec il peut y avoir un peu de protéines, alors soit animales, soit végétales, ça va dépendre des produits.
et justement avec une richesse en micronutriments qui sera très satisfaisante. Et, et pendant l'effort, est-ce que pour les jeunes, l'eau suffit ou est-ce que, parce que j'avais entendu parler donc de l'eau avec un peu de citron et du sel, je crois, et il y avait l'eau avec un peu de jus de fruits que tu avais fait. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu conseilles pour justement pour les jeunes pendant l'effort? Pendant l'effort, ça va dépendre de la durée de l'effort. Disons que l'eau est indispensable. Ouais. Après, ça va dépendre de la durée et de l'intensité de l'effort. Pour un effort qui est, mais en général, de toute façon, on va dire que globalement, si on prend, si on est le plus global possible, il est conseillé d'avoir un apport énergétique, c'est-à-dire de l'eau avec des glucides, Ok. à assimilation rapide, enfin qui soit très bien assimilé sans trouble digestif. Ça, c'est super important. Alors, disons que la nécessité, elle est de deux ordres en fait. Il y a un besoin, le besoin, je veux dire, il est de deux ordres. C'est-à-dire il y a un besoin hydrique, purement hydrique et éventuellement énergétique au niveau musculaire, mais il y a beaucoup aussi, et surtout en fonction du sport, et ça va jouer d'autant plus que l'activité va durer longtemps, ou qu'elle est très intense, il va y avoir un effet justement digestif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'intestin, c'est un organe qui ne s'adapte pas ou très mal à l'effort, sachant que pendant l'effort, la circulation sanguine va quitter justement certains secteurs, on va dire secondaires par rapport à l'activité physique, et Normal. pour aller alimenter les muscles. Donc il va y avoir une dérivation du courant sanguin en faveur des muscles au travail, au détriment d'autres organes. Et l'intestin, c'est un des premiers touchés. Ça veut dire que lui va être privé d'irrigation quelque part, il en aura beaucoup moins. Donc s'hydrater, et notamment s'hydrater avec des glucides pendant l'effort, va permettre en fait d'hydrater aussi l'intestin, de le nourrir par l'extérieur, puisque de l'intérieur il n'est plus nourri, et éviter justement certains troubles digestifs qui sont spécifiques à certains sports, notamment des sports d'endurance, d'ultra-endurance, où là on a justement des troubles digestifs dus à l'activité, et notamment lorsque l'intestin n'est plus alimenté. Donc le fait de boire des glucides, c'est-à-dire des boissons glucidiques, va permettre en fait de nourrir l'intestin de l'extérieur. Parce que après, il y a des phénomènes qui entrent en jeu, les troubles digestifs, justement, on appelle ça une ischémie en fait, c'est-à-dire que l'intestin étant privé de sang, donc du coup d'oxygène, va dysfonctionner, et ce phénomène va entraîner en fait une espèce de, cette privation d'apport énergétique, cette privation d'oxygène peut entraîner en fait une hyperperméabilité intestinale, qui va faire que certaines substances qui ne devraient pas passer au niveau sanguin vont passer. Et du coup, il va y avoir des impacts sur la performance, sur la récupération, voire carrément des troubles qui vont s'installer. Et du coup, c'est pour ça. Alors, c'est beaucoup plus courant dans les sports d'endurance que dans les autres disciplines. Mais après, il y a des susceptibilités individuelles. Certaines personnes sont plus sensibles, plus fragiles que d'autres à ce niveau-là. Et donc l'un des facteurs, l'importance en fait de s'hydrater pendant l'effort. Donc c'est à la fois l'aspect énergétique, mais aussi beaucoup l'aspect du bien-être et de la santé intestinale. Ok. Quand tu dis de boissons avec des glucides, pour que les gens comprennent, c'est quoi comme boisson donc du coup? Ils mettent quoi? Alors là, justement, lors de l'exemple que tu as donné tout à l'heure, ça peut être tout simplement du jus de fruits, mais il faudra toujours le diluer parce que la concentration en sucre en fait d'un jus de fruits pur, elle risque d'être trop élevée, ce qui peut créer des troubles digestifs. Si la concentration en sucre est trop importante, ça peut en fait entraîner notamment au niveau de l'estomac, des phénomènes type des douleurs d'estomac, des crampes d'estomac. Donc il faut essayer de la diluer, c'est-à-dire environ d'essayer de ne pas dépasser, on va dire, une gourde de 500 millilitres,
de pas dépasser 40 grammes en fait de glucides D'accord. pour 500 millilitres. Donc entre 20, 30, c'est très bien, 40, mais pas au-delà. Donc après, c'est à tester, chacun doit tester par rapport à sa tolérance individuelle. Mais alors, du coup, il faut simplement diluer en fait cet apport de, de jus de fruits, si c'est des jus de fruits. Après, il y a des produits d'e-commerce qui sont souvent à base de maltodextrine qu'on peut aussi acheter soi-même et puis faire ses dosages soi-même. La maltodextrine étant un glucide en fait issu de l'amidon. C'est quelque chose qui a pas un goût super agréable, ça a pas beaucoup de goût. L'index glycémique, il est modérément élevé, il est pas super élevé, mais modérément élevé. Dans certaines boissons, on ajoute aussi du glucose parfois ou du saccharose. Ça va dépendre en fait, tout dépend de la marque, ça dépend des caractéristiques des spécificités de chaque boisson. Mais essentiellement, ça peut être ça. Après, ça peut être du thé avec le thé est intéressant, par exemple un thé vert qu'on ferait, on fait une infusion de thé. Le thé vert serait intéressant parce qu'il y a un apport d'antioxydants. On sait que le thé est très riche en antioxydants, donc ça peut être justement l'intérêt qu'il peut y avoir sur des efforts à longue durée, puisqu'il y a un phénomène d'usure avec justement une augmentation du stress oxydant. Donc le fait d'avoir quelques antioxydants, c'est toujours bénéfique. Un thé avec du miel, l'apport en sucre, en glucides sera le miel, et éventuellement du citron, pourquoi pas, parce que le citron, ça va donner un goût peut-être plus agréable, même si le citron peut avoir un effet alcalinisant, mais la quantité reste modérée pour avoir un effet, on va dire, qui soit très marqué. D'accord, ok. Donc si je résume bien, autour du sport, avant le sport, ne pas manger 1 à 2 heures avant. Pendant l'effort, une boisson avec des glucides, de l'eau et des glucides. Et après le sport, privilégier donc des fruits principalement. Ah oui, des fruits, puis continuer à s'hydrater. Alors ça peut être fruits, jus de fruits aussi, pareil. Mais essentiellement des fruits, des glucides. Après, ça peut être, comme j'ai dit, certaines barres énergétiques, énergétiques, ouais. qui peuvent de bonne qualité, qui soient digestes, pas parce qu'il y en a, il y a de tout sur le marché. Il y a des choses qui sont pas forcément adaptées, pas du tout même. Et sachant, du coup, les brioches, c'est pas vraiment le meilleur, Ni le coca. aliment. Ça, ou le coca, oui, parce qu'en plus, le coca, j'ai oublié de dire, oui, parce que le coca, il est très riche en acide phosphorique. Et justement, c'est un gros inconvénient. Il hydrate, mais en même temps, il va acidifier. Donc, vu que pendant un effort, on produit pas mal d'acide, d'autant plus que l'effort va être justement intense ou prolongé, le but du jeu, après l'effort, c'est d'essayer d'aider l'organisme à neutraliser cette acidification, en fait. Est-ce que tu peux parler des nutriments qu'il faut favoriser lors du pic de croissance? Alors, le pic de croissance, quand on parle, oui, de pic de croissance... L'adolescence. À l'adolescence, après, nutriments, c'est difficile on va dire, de spécifiquement donner un nutriment en particulier, puisque la croissance, elle est liée justement à un apport, on va dire, le plus complet possible au niveau autant d'un point de vue énergétique que nutritionnel, micronutritionnel. Ce qu'on voit par contre chez les ados, et notamment chez les adolescents, c'est des problématiques qui tournent autour des apports en calcium, avec justement des soucis qui peuvent se produire dès l'âge jeune adulte, en fait, et qu'on retrouve beaucoup chez les athlètes. Plus le niveau est élevé, plus on va retrouver ce genre de problématiques, c'est-à-dire des problématiques de densité minérale osseuse, c'est-à-dire un squelette, pour le dire simplement, c'est-à-dire un squelette qui n'a pas son statut, son taux de calcium tel qu'il devrait l'avoir. C'est-à-dire que la solidité osseuse est compromise. Okay. Donc, il y a une question de calcium, il y a une question d'apport protéique aussi, puisque il y a l'ensemble, c'est-à-dire que les protéines vont favoriser justement la croissance, puisque les protéines représentent les briques de notre organisme. Donc, dans une période de croissance, les besoins sont augmentés. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi, on va dire, structurel, où les
les apports en calcium sont très souvent inférieurs aux besoins. Et pour le coup, il y a des situations dans lesquelles se placent justement certaines sportives, enfin, et de plus en plus. C'est le fait, surtout alors ça va dépendre des activités sportives, mais on va dire sur des sports à visée esthétique, des sports à catégorie de poids, dans tous les sports où on va dire que la tendance est à restreindre son alimentation, et ce sont des sports à risque en fait, notamment chez des adolescents, puisque ça peut encourager une restriction alimentaire qui va être souvent qui n'est pas adéquate, qui va être mal conduite, parce que soit c'est la sportive, la jeune fille qui va le faire à sa façon ou avec des conseils qu'elle a glanés, pas forcément chez des professionnels. Et là, on va entrer dans ce qu'on appelle en fait, disons que l'athlète, la sportive peut entrer dans ce qu'on appelle la triade de l'athlète féminine, c'est-à-dire qu'il y a une association en fait de 3 éléments qui sont une restriction alimentaire avec, associé ou pas, mais c'est souvent associé, un excès d'apport d'activité physique, une aménorrhée, c'est-à-dire et une baisse de la densité minérale osseuse. Donc après, on va dire que ce sont des données qui sont plus du domaine médical, mais c'est des choses qui sont quand même très courantes, et on constate sur des études qui ont été faites chez des athlètes féminines, on constate que une baisse de densité minérale osseuse chez des cyclistes et même des garçons, puisque ça touche aussi les athlètes masculins ou même les garçons, pas forcément des athlètes de haut niveau, mais à partir du moment où il y a une activité physique dont la durée, l'intensité n'est plus en adéquation avec un apport énergétique suffisant, ou un apport nutritionnel suffisant, va entraîner en fait des troubles hormonaux, puisque l'aménorrhée signe en fait une diminution des oestrogènes chez l'athlète féminine, et du coup on arrive justement à des situations de fragilisation du squelette avec une augmentation, et ça c'est montré, enfin les études le montrent aussi, il y a une augmentation des taux de fractures chez les athlètes, justement dans ces disciplines où la restriction alimentaire elle est un peu mise en avant, enfin beaucoup mise en avant, justement dans ces sports-là. Sport à catégorie de poids à visée esthétique aussi, comme la gym, ça peut être la danse aussi. Après, moi je le connais justement dans le fitness, où il y a beaucoup. Là, on est en plein dedans, et on se retrouve souvent justement avec justement chez les adolescentes qui peuvent démarrer assez vite en fait. Certaines catégories qui ont été créées dans le fitness en compétition ont amené justement pas mal des femmes, des jeunes filles en fait de plus en plus jeunes, on va dire à la fin de l'adolescence, à pratiquer, à se lancer dans des compétitions, et savoir que dans ce type de discipline, la restriction alimentaire, elle est inévitable. Donc après, quand c'est mal conduit ou quand ça va trop loin, le risque, c'est que justement, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, il va se mettre en état de carence énergétique, mais qui va entraîner en fait des carences nutritionnelles diverses, dont des carences en calcium. Mais chez la jeune fille, si le taux d'œstrogène est trop bas, ça va entraîner en fait un déficit de fixation du calcium au niveau osseux. Donc quand on parle aussi de pic de croissance, il faut parler le pic de masse osseuse. Il augmente de manière très nette en début d'adolescence, dès l'apparition des règles, et il va en fait, il continue jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans, 25 ans. Après, c'est terminé en fait. Donc, si pendant cette période, on n'a pas accumulé la quantité de calcium suffisante au niveau des os, il faut savoir qu'après, c'est après l'âge de 20-25 ans selon les personnes, ce calcium, en fait, il est au mieux stabilisé, au pire, on va dire que
on va en perdre chaque année un peu plus. Donc, ce qui veut dire qu'arriver à la ménopause, chez une jeune femme qui n'a pas accumulé, qui n'a pas son capital osseux, le capital osseux qu'elle aurait dû avoir, ça veut dire qu'elle risque de souffrir d'ostéoporose avant la ménopause. Ok. Je vais essayer de faire des liens là comme ça qui me viennent. Si je comprends bien, on va dire, pendant l'adolescence, si les adolescents ne mangent pas, on va dire, correctement, ça va donc peut-être pas ralentir, mais ça va les empêcher d'avoir une bonne croissance et ça va se répercuter, en fait, en gros, tout le long de leur vie derrière. Et ça, c'est pas dû à l'activité physique, c'est dû à leur alimentation. Alors, je ne sais pas si je fais bien les liens ou pas. Oui, ça va être. Disons que oui, ça va être lié en premier lieu à l'alimentation, parce que la prise en charge justement de jeunes filles qui présentent en fait ces troubles, ces problématiques qui sont pris en charge au niveau médical, la première chose à corriger, c'est l'alimentation, c'est-à-dire la correction des apports énergétiques qui sont insuffisants. Maintenant, c'est que l'activité physique en elle-même, au contraire, elle est plutôt positive au niveau de la calcification, c'est-à-dire qu'elle va améliorer la densité osseuse, le fait de pratiquer une activité physique par les contraintes mécaniques que ça impose, que ça entraîne. Mais lorsqu'elle est pratiquée en excès dans un contexte d'insuffisance énergétique, du coup, elle devient délétère quelque part. Elle va accentuer la problématique alimentaire justement parce que les apports sont insuffisants et qu'on en demande beaucoup à l'organisme qui est incapable de récupérer suffisamment parce qu'il n'a pas tous les éléments à sa disposition et que par conséquent, les choses s'aggravent en fait. Ok. Ouais, donc c'est hyper important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait, on va pas dire privilégier, mais qu'est-ce qui, pour éviter qu'ils soient en déficit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils mangent? Justement, il faudrait manger des choix alimentaires qui soient orientés vers un équilibre satisfaisant en termes d'aliments végétaux, c'est-à-dire des légumes, des fruits. Il ne faut pas s'attacher uniquement à des apports purement calciques, c'est-à-dire on pense tout de suite aux produits laitiers. Après, il y a des questions de tolérance. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas les produits laitiers. Donc, à partir de là, on fait comment? Il y a d'autres solutions. Enfin, je veux dire, le règne végétal apporte quand même pas mal de calcium. Enfin, il y a du calcium dans pas mal de végétaux. Les légumes en apportent, même si c'est des doses, on va dire modestes, mais globalement, si on consomme suffisamment de légumes et de fruits chaque jour, on a quand même un apport calcique qui est pas négligeable. Après, il y a des éléments comme les légumes secs en contiennent, mais aussi des fruits secs oléagineux, tout ce qui est graines, les noix, les amandes, les noisettes. Tous ces aliments-là, en fait, sont riches en calcium. C'est vrai que les produits laitiers amènent des taux de calcium en concentration plus importants et que si on les tolère bien, c'est plus simple et c'est recommandé justement d'en consommer pendant l'enfance et l'adolescence. L'aspect, on va dire, justement de ces apports-là est important, mais il y a un autre aspect qui est l'aspect l'équilibre acido-basique qu'on parle, alors sans rentrer dans des détails trop complexes, mais l'équilibre acido-basique, en fait, c'est lorsqu'on mange une alimentation qui est très acidifiante, et ce qui est tout simplement, enfin, il suffit de manger très peu de végétaux pour avoir une alimentation qui est très acidifiante, parce que tout ce qui est apport protéique animal, viande, les poissons, tout ce qui est fromage à pâte cuite, donc tous les fromages type gruyère, comté, tous ces fromages-là, les céréales type les pâtes, tout ce qui est le plus consommé, tout ça, ce sont des aliments qui sont acidifiants, donc qui vont favoriser en fait une acidification, ils vont contribuer en fait à accentuer la production d'acide au niveau de l'organisme, justement sachant que l'activité physique produit déjà peut produire pas mal d'acide. Et le corps, bien entendu, possède des moyens pour on rentre pas en acidose comme ça. Enfin, même si on mange acide, le corps maintient un équilibre acido-basique qui soit compatible avec la vie, puisque
le pH sanguin il est très très bien régulé, mais ça va entraîner en fait, ça va être au détriment notamment du squelette, puisque pour tamponner une acidification, l'organisme va relarguer des minéraux qui sont contenus dans l'os, et notamment le calcium, ça va être calcium, magnésium, donc il va y avoir une perte minérale de par cette alimentation qui est trop acidifiante. Ce qui fait que, du coup, c'est un autre aspect justement, c'est-à-dire que c'est même pas une question qu'on mange plus assez de calcium, c'est qu'on mange une alimentation qui nous en fait perdre. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'on perd du calcium parce que même si on en consomme, mais qu'on mange de manière justement déséquilibrée, on va avoir des pertes calciques qui vont être plus importantes, des pertes qui vont avoir lieu au niveau du rein, au niveau de l'excrétion urinaire. Donc, les aliments, par contre, qui ont un effet alcalinisant, donc qui vont contribuer à rétablir l'équilibre acido-basique, c'est tous les légumes, les fruits sont alcalinisants et contribuent justement à une bonne santé osseuse de par cet effet anti-acidification. Ça tombe bien parce que tu amènes progressivement la prochaine question. Je voulais que tu nous parles de la junk food, de tout ce qui est les tacos, McDo, Burger King, KFC, qu'on retrouve facilement, on va dire, chez les jeunes en tout cas. Ben oui, parce que c'est des aliments plaisir en fait, c'est des aliments qui sont gras, sucrés, salés, et qui vont amener en fait c'est surtout qui jouent énormément au niveau cérébral en fait, sur les circuits de la récompense, qui vont amener en fait qui ont tendance à créer une certaine addiction. C'est des aliments qui sont ultra transformés. Donc par rapport à ça, il faut savoir que plus un aliment est transformé, plus il est riche en énergie, mais en parallèle, à contrario, plus il est pauvre en micronutriments. C'est-à-dire qu'on va manger des calories, on va manger des protéines, on va manger des glucides, on va manger des lipides, des graisses. Cependant, on ne va pas manger les micronutriments qui sont nécessaires en fait à leur utilisation optimale. C'est-à-dire qu'on peut manger beaucoup de glucides, on va manquer de vitamine B1, alors que la B1 est nécessaire à la métabolisation du glucose. Donc, ça veut dire on peut avoir justement trop de glucides, un manque de B1, et l'organisme, il tente en fait il cherche à bénéficier, à avoir en fait cette vitamine B1 qui lui manque, et il peut pousser à manger encore des sucres en fait, des glucides, puisque la vitamine B1, on peut la trouver par exemple dans des féculents. Donc ça pose des problèmes où l'aliment devient trop énergétique. Par contre, au niveau micronutritionnel, il est très pauvre. Et ça va entraîner justement une prise de poids beaucoup plus facile. Ça va, sans parler de l'acidification dont on a parlé, ça entraîne un dérèglement de la prise alimentaire, puisque justement au niveau du cerveau, il y a la régulation de la satiété, de l'appétit, de la faim, faim-satiété, elle est totalement dérégulée avec ce type d'aliment. Et on sait depuis pas mal de temps, mais on le sait que plusieurs études l'attestent, que l'alimentation, les aliments ultra transformés, la consommation d'aliments ultra transformés, plus elle est importante, plus elle est un facteur de risque des maladies dites de civilisation, de prise de poids, maladies cardiovasculaires, entre autres. Tous ces problèmes-là, en fait, diabète de type 2, c'est des facteurs de risque, mais qui favorisent de manière très nette justement le développement de ce type de maladie. En fait, c'est des maladies métaboliques, globalement, quand on parle de ce genre de problématiques, c'est des maladies métaboliques qui vont jouer sur la capacité de l'organisme à traiter en fait ce qu'il avale, quelque part, les aliments. Comment est-ce qu'il va traiter ça? Est-ce qu'il va arriver à les brûler correctement? Est-ce qu'il va arriver à les utiliser comme source énergétique, ou au contraire, est-ce qu'il va avoir tendance à les stocker facilement? Et c'est le gros problème actuel, c'est-à-dire qu'apparemment, il semble bien que plus on va au fil du temps, au fil des années, au fil sans parler des siècles, mais en comparant même en comparant il y a 50 ans, il y a 70 ans, on se rend compte que à apport énergétique égal, globalement dans la population, il y a plus de personnes en surpoids. Donc, ce qui veut dire qu'en mangeant moins, on grossit plus. Donc ça, c'est un problème, c'est purement un problème métabolique.
Mmh. Et la problématique du métabolisme, alors après, ça nous entraînera un peu loin, mais le métabolisme, il faut savoir qu'il est régulé aussi par l'intestin, le microbiote, la flore intestinale. Et lorsqu'on parle justement d'aliments ultra transformés, c'est souvent des aliments qui contiennent pas ou peu de fibres. Lorsqu'on sait que les fibres, c'est justement l'aliment des bactéries qu'on héberge, disons qu'on voit que tout se recoupe en fait. Mmh. Ouais, donc si je comprends bien, si les adolescents ne mangent pas assez, ils peuvent avoir plus tard en tout cas des problèmes donc sur l'ostéoporose entre autres, mais aussi hormonal, tu disais. Oui. Et la junk food va amener tout ce qui est les maladies de la société actuelle, ou en tout cas occidentale. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça, quoi. Ils sont cernés Oui, de ce côté-là. ça va favoriser, oui, bien sûr. Oui, ça veut dire qu'on est sur un paradoxe, c'est-à-dire on peut être en carence, en déficit micronutritionnel, d'éléments vitaminiques, d'éléments minéraux, et en excès d'apport énergétique. C'est là et justement, les aliments ultra transformés, ils contribuent de manière très nette. Ouais, c'est dingue. J'ai vu une étude, je crois il y a 15 jours, un truc comme ça, il disait que en gros, les pays occidentaux ou les pays où il y a le plus de problèmes à régler le coronavirus, c'est les pays où il y a le plus on va dire, d'obèses ou de problèmes comme ça. Les gens qui sont en surpoids et tout. Oui, C'est oui. assez marrant comme c'est lié aussi. Les pays où il y a moins ce problème-là, ils ont réussi à régler plus facilement le problème du coronavirus, par exemple. Ouais, parce que là, on rentre dans des facteurs immunitaires. Et justement, quand on dit que tout se recoupe, c'est que tout se recoupe. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'immunité, il faut savoir que 70% de notre immunité, elle est intestinale, elle est dans l'intestin, au niveau de notre système immunitaire. Et que justement, la flore intestinale, elle joue un rôle très, très important à ce niveau-là. Donc, je parlais de métabolique, mais beaucoup au niveau justement immunitaire. Si vous avez une flore qui est totalement déréglée, totalement avec une raréfaction, voire une perte de certaines espèces bactériennes, des espèces bactériennes qui sont en diminution en fait, et qui sont bénéfiques malheureusement justement. Et sachant que notre flore, elle est le reflet de ce qu'on mange, du coup une flore altérée, une flore qui a perdu certaines souches bactériennes qui sont bénéfiques à la protection justement au niveau immunitaire, fatalement, ça va entraîner une baisse de notre efficacité immunitaire. Donc, on va dire qu'on va être plus faible d'un point de vue au niveau face aux agressions justement virales ou bactériennes. Et ça peut expliquer justement ce dont tu parlais en fait, hein, par rapport sur l'épidémie actuelle. Bien entendu. Mais oui, parce que les formes les plus graves, apparemment, elles se constatent justement chez des personnes qui qui souffrent de troubles métaboliques. Donc, soit de surpoids, soit des diabétiques. On est vraiment, mais c'est intimement lié. Hein. Quand on raisonne d'un point de vue intestinal, c'est intimement lié. Le métabolisme, l'immunité, c'est lié. Et on va dire que c'est un des cœurs au niveau de tous ces processus, c'est notre microbiote, c'est notre flore intestinale. Donc quand on revient sur les aliments transformés, malheureusement, c'est-à-dire que, comme disait un auteur, c'est-à-dire que si on mange pour pas, on cite la marque, mais si on mange McDo, on a une flore McDo. Donc c'est à l'image de ce qu'on consomme. Hein. Donc quelqu'un qui a une alimentation qui est très pauvre en végétaux, il va développer une flore qui sera à l'image de ça, donc très peu diversifiée, avec beaucoup plus de risques de certains troubles métaboliques, le surpoids, puisque ça c'est acquis hein, depuis un moment déjà que les personnes qui sont en surpoids n'ont pas la même flore intestinale que les personnes qui sont de poids normal. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que tu as des conseils que tu n'as pas encore dit sur la nutrition chez les adolescents, ou est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder qu'on n'a pas abordé au niveau de la nutrition chez les adolescents? Les conseils, disons que globalement chez les adolescents, c'est vrai que c'est une population qui est pas forcément facile à gérer de ce côté-là, parce que
ils subissent des influences de tous ordres, hein, par rapport à plusieurs vecteurs aussi. Les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé aussi. Mais... Ouais, justement, c'est justement ça où il y a, oui, comment dire, il y a, enfin, il tombe, pour dire ça de manière un peu, il tombe sur des modèles, en fait, peut-être des personnes qui deviennent un modèle, mais qui sont pas forcément des modèles au niveau alimentaire, hein, je parle, qui sont pas forcément des modèles de référence. Et sachant que à l'âge de l'adolescence, c'est un âge particulier, c'est une période particulière où on se teste, parfois on teste aussi ses limites. Et l'aspect d'équilibre alimentaire, d'équilibre nutritionnel, c'est quelque chose qui souvent qui n'est pas considéré à sa juste valeur. Donc on n'y pense même pas en fait. C'est-à-dire on mange, on a faim, on mange ce qu'on a envie. Et du coup, justement, mais c'est que ce qu'on a envie, on n'est pas forcément maître de ce qu'on a envie. C'est ça le truc, c'est que la consommation de certains aliments va pousser à reconsommer ce type d'aliments. Il y a des phénomènes addictifs qui se mettent en place. Il y a des phénomènes justement en revenant à la flore intestinale, on va avoir en fait une modification de la flore qui va induire les bactéries présentes à pousser en fait à manger ce qu'elles souhaitent, enfin, ce qui les nourrit elles-mêmes. Et je prends un exemple justement de certaines souches qui se nourrissent de sucre. Elles vont pousser en fait, donc on peut être soumis à des pulsions sucrées tout simplement parce qu'on a altéré sa flore qui elle veut continuer à se développer de manière déséquilibrée et qui va induire en fait certains comportements alimentaires. Donc chez les adolescents, c'est le message à faire passer, c'est d'essayer d'avoir une alimentation qui soit suffisamment riche en fruits et légumes. C'est toujours parce qu'on en revient toujours là. Hein. Les fruits et légumes, c'est des fibres, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est des antioxydants, c'est des éléments protecteurs qui vont favoriser en fait le fonctionnement métabolique. D'autant plus qu'on commence à un âge jeune, justement, pour plus tard, et notamment chez des sportifs, puisqu'un sportif, contrairement à quelqu'un qui n'est pas impliqué qui ne demande pas autant à son organisme, un sportif, c'est comme une Formule 1, c'est-à-dire qu'il va falloir être beaucoup plus précis, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus sensible, en fait, à tout ce qui va aider l'organisme à son fonctionnement, sans parler de performance, mais à son fonctionnement. Hein. Mais plus un organisme fonctionne mieux, et plus il sera performant pour le sportif. J'ai une autre question à te poser. Je pense à une amie, en fait. Les gens, des fois, ils se disent, je sais pas moi, à 30 ans ou même à 20 ans, ils sont déjà en surpoids à 20 ans, on va dire. Ça fait 10 ans qu'ils mangent, on va dire, sans doute mal. Et ils vont prendre quelqu'un qui fait je sais pas moi, un conseil nutritionnel ou un truc comme ça. Et ils vont le revoir 10 jours après et ils vont lui dire ouais mais j'ai toujours pas perdu de poids alors que ça fait 10 jours que j'ai changé mon alimentation. Bon pourtant ça fait 10 ans qu'il a mangé n'importe comment. Je voulais que tu donnes à peu près une ordre d'idée, c'est pour changer la flore intestinale, il faut combien de temps? Pour changer la flore intestinale, il faut longtemps, il faut beaucoup de temps. Pour que les gens comprennent que en gros 10 ans qu'on mange mal, ça va pas changer en 10 jours. Ah non. Ah non, mais pour changer une flore on va dire, qui s'est mise en place depuis un certain nombre d'années, il faut, au minimum, il va falloir 6, 9 mois, 1 an, au moins ça, quoi. Et encore, tout dépendra du point de départ. Mais il faut compter au minimum entre 6 et 6 mois, 1 an. Ouais, voilà. Ça se fait pas comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, la dégradation va se faire plus vite que le rééquilibrage. Oui. Non, parce que je pense justement aux réseaux sociaux et à une amie et je me disais, ça me fait toujours rire quand je vois en 3 semaines. Oui, alors, parce qu'en parlant de la flore, après ça concerne peut-être moins les ados, mais on va dire qu'il y a aussi la fausse idée qu'on se fait en se disant, je prends un probiotique pour refaire ma flore. Alors que ça marche pas comme ça en fait. On a tellement de bactéries. Il y a 100 000 milliards de bactéries, hein, c'est énorme en fait. Donc c'est pas une ou deux gélules de probiotiques
qui vont justement pouvoir refaire une flore. Les probiotiques, c'est pas l'objectif. Juste pour dire deux mots, hein, les probiotiques, ce sont des souches spécifiques qui ont des effets spécifiques. Et l'objectif, quand on prend des probiotiques, c'est de retrouver certaines fonctions qui ont été perdues éventuellement. D'accord. Au niveau de la flore, hein. On cherche des actions spécifiques. Mais ressemencer une flore, enfin non, c'est l'alimentation en fait. C'est justement la richesse en fibres. Les bactéries se nourrissent de fibres. Donc si on leur donne les bonnes fibres, c'est les bonnes bactéries qui vont se développer. On aura une flore qui sera bénéfique, enfin, qui sera favorable et qui sera en accord en fait avec notre organisme. D'accord. Je vais te poser les petites questions de fin que je pose d'habitude. Ouais. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles à lire ou une chaîne à suivre, Insta ou YouTube? Alors, après, je t'avoue, je suis pas, on va dire, un grand fan des réseaux sociaux. Bah, du coup, j'ai pas trop le temps d'y aller. Hein. Par contre, oui, je lis beaucoup. Il y a justement, comme on en a parlé, il y a un bouquin, un livre qui est très bien, enfin, je trouve en tout cas, qui est accessible. C'est sur les aliments ultra transformés. Ok. Je le montrais. Si, Vas-y. En fait, c'est de Mangeons vrai. Donc, je mettrai un lien sur le livre dans la description. Mangeons vrai, et c'est de qui? Donc, c'est du docteur Anthony Fardet, c'est un chercheur de l'INRA qui travaille énormément justement sur ce thème des aliments ultra transformés, puisque son livre, il l'a appelé Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. 3 règles d'or pour manger sain, éthique et durable. Et en fait, justement, je trouve qu'il est très bien fait, très didactique, et il donne vraiment un état des lieux de ce qu'il en est. Il explique bien ce qu'est un aliment ultra transformé, comment d'un aliment complexe, on le décortique, on le simplifie en éléments. On va dire qu'on va prendre ses protéines, on va prendre ses glucides, l'amidon, on va prendre des fibres. Tout ça, on appelle ça le cracking en fait. On le décompose. Et puis ces éléments-là vont être on va refaire d'autres aliments à partir de ces aliments-là, de ces éléments-là en fait. C'est-à-dire qu'on reconstitue d'autres aliments. Okay. Du coup, les aliments ultra transformés à partir d'un aliment qu'on a craqué en fait. Ok. Donc je mettrai... Avec ajout justement d'additifs, d'additifs et d'éléments qui sont qui ont des impacts pas très sympathiques sur la santé en fait. Ok. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais voir dans le podcast prochainement? Alors, il y a quelqu'un, on en avait parlé un petit peu, hein, c'est Claude Kérac, qui est un personnage exceptionnel dans le milieu de la préparation physique. Il est prof en fait au Crêpes de Toulouse et c'est quelqu'un, c'est un puits de science en ce qui concerne justement la physio, la biomécanique, des domaines qui m'intéressent beaucoup aussi, mais c'est vraiment quelqu'un de très enrichissant, très pédagogue et qui a une vision des choses qui est assez, qui est pas commune en fait, assez différente de l'approche, même d'un point de vue pédagogique, de l'approche, on va dire, habituelle. D'accord. Et un exercice que tu aimes faire avec les jeunes ou que tu aimerais que les jeunes fassent? Alors, il y a un exercice, moi, personnellement, j'ai pratiqué, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la compétition dans le milieu justement de la musculation, j'ai fait du culturisme, pas très longtemps, j'en ai fait 2 ans en compétition, et après je suis passé sur la force athlétique ou powerlifting, j'en ai fait pendant une dizaine d'années en compétition. J'ai été dans des salles justement, notamment dans une salle à Saint-Martin-d'Air où il y avait pas mal de jeunes, justement parce qu'il y avait beaucoup d'haltéros aussi, c'était une salle de force et haltéros. Et j'ai beaucoup appris justement avec l'haltéro, même si j'en ai jamais fait directement, pas de l'haltéro pur et dur, mais j'ai utilisé certains principes pour travailler justement un exercice que j'affectionne particulièrement. C'est mon exercice préféré, c'est le squat. Le squat, ok. Ouais. Le squat, oui, ça
mon exercice préféré, en fait, c'était l'exercice où j'étais probablement le plus efficace, où j'avais la meilleure performance. Et c'est un exercice je le conseille aux jeunes, justement. Alors, bien entendu, on parle pas de squat avec charge lourde et tout, mais c'est un exercice, si on prend, même chez des jeunes, même très jeunes, puisque les haltérophiles, les meilleurs haltérophiles, c'est quand même des personnes qui ont commencé assez jeunes, voire très jeunes, l'apprentissage technique des mouvements. Et le squat, je trouve que c'est un exercice qui est technique, qui demande quand même des qualités de souplesse plus elles sont travaillées jeunes, et mieux ça sera, puisque je vois chez des adultes, justement, des personnes que je peux suivre, que très peu arrivent à faire des squats corrects. Même des sportifs ou même des gars qui font de la musculation, ou même des filles qui font de la musculation depuis pas mal d'années. Quand je leur demande de faire un squat, je m'aperçois qu'en fait, ça va pas. Il y a des problématiques, il y a des problèmes de souplesse, notamment souplesse de cheville, souplesse de hanche. Faire un squat sans faire de rétroversion du bassin, faire un squat complet sans rétroversion du bassin, c'est très compliqué pour certains, voire impossible. Et ça, si c'est pas travaillé, si on le fait pas jeune, parfois on n'arrive plus à retrouver une souplesse suffisante. Ou en tout cas, c'est compliqué ou c'est rébarbatif de travailler la souplesse pour améliorer sa technique. Et à partir d'un certain âge, en fait, ça intéresse plus, on veut plus s'amuser à améliorer justement la forme d'exécution, passer du temps là-dessus. On préfère faire le mouvement lui-même. Donc chez les jeunes, pour moi, c'est important d'arriver à leur montrer et à leur faire prendre conscience de l'aspect technique. Et en plus, c'est un exercice qui est très complet, puisque autant pour les membres inférieurs, mais pour le dos, pour un bon niveau cardio-respiratoire aussi. Enfin, c'est ce qui fait que c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Ok, écoute, merci. Je te remercie de nous avoir fait partager tes connaissances et de nous avoir accordé du temps. Donc, voilà. Merci à toi. Ouais, c'est un grand plaisir. Voilà. De même. Et puis je te dis à bientôt. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.